Defiance TV. Allez, bonjour, bienvenue sur Defiance TV. Merci, n'est-ce pas, de nous faire confiance. Là, vous êtes sur Classico, le Classico de ce jour. On va, n'est-ce pas, essayer de débriefer l'actualité sportive, les championnats européens qui sont joués donc le week-end. Vous allez donc le constater. Je suis tout seul aujourd'hui. Romano, mon co-présentateur, étant absent, je dois, n'est-ce pas, remplir mes obligations. Donc, je dois vous servir. Donc là, il n'y a pas de problème. On va travailler et essayer, n'est-ce pas, d'analyser, de décortiquer les différentes rencontres qu'on a, n'est-ce pas, vécues le week-end. Et on va commencer tout de suite et maintenant par la première ligue anglaise avec ce choc qui était, n'est-ce pas, considéré comme le match au sommet de cette troisième journée du côté de l'Angleterre. C'est Manchester United qui affrontait donc sur place dans ses installations Liverpool. Une victoire 2-1 de Manchester United qui, n'est-ce pas, a permis aux hommes de Erik ten Hag de peut-être se relancer dans ce championnat, puisqu'on sait que Manchester United revenait de 2 défaites, n'est-ce pas, dans cette compétition. Essayons de voir ensemble ce qui s'est passé dans cette rencontre, notamment un dispositif tactique assez modifié, mis en place par l'entraîneur hollandais Erik ten Hag. On a constaté quand même du côté de la défense l'entrée en liste de Raphaël Varane qui a manqué, n'est-ce pas, les 2 dernières rencontres et qui a fait surface dans cette rencontre à la place de Maguire. Et puis aussi du côté gauche, il y a Shaw qui plutôt a été laissé au banc de touche en faveur de Tyrell Malacia dans cette rencontre, chose, n'est-ce pas, à quoi que Ten Hag avait, n'est-ce pas, les objectifs clairs, c'était relancer sa machine dans cette première ligue. Et puis au milieu du terrain, il y a Marc Tomiré qui a été, n'est-ce pas, préféré à Fred qui est resté au banc de touche, sans oublier que Cristiano Ronaldo aussi est resté au banc de touche en attaque en lieu et place de Marcus Rashford. Et puis sur le côté gauche, c'est plutôt Anthony Elanga, le jeune Suédois d'origine camerounaise, qui a donc, n'est-ce pas, été préféré à Anthony Martial qui est entré après. Donc une reconfiguration de cette équipe de Manchester United qui a permis tout de même à cette équipe de mener au score face à Liverpool qui a du mal à démarrer son championnat, n'est-ce pas, avec 2 matchs nuls lors des 2 premières journées et puis cette défaite que Jürgen Klopp, n'est-ce pas, écope avec son groupe. Bien sûr, il y a beaucoup d'absents. Joel Matip, Jonas, Diogo Jota sont tous blessés. Ibrahima Koné également. Ça fait quand même qu'en défense, il y a énormément de problèmes. Van Dijk est tout seul et est obligé d'être associé à soit Phillips, soit Joey Gomez. Ça cause un peu des problèmes à Jürgen Klopp qui n'arrive pas à retrouver cet équilibre dans son effectif. Mais on espère que ça pourra donner ce manque d'automatisme, notamment depuis le départ de Sadio Mané. Mohamed Salah sur le côté droit est un tout petit peu isolé et Luis Diaz qui se bat à essayer de remplacer poste pour poste le Sénégalais Sadio Mané n'y arrive toujours pas, même si il a beaucoup d'avenir, va apporter un peu plus peut-être sur la durée. On a aussi quand même remarqué que Jürgen Klopp a préféré laisser Nunes sur le banc de touche et faire jouer Roberto Firmino. Donc une défaite de Liverpool qui remet en cause, n'est-ce pas, certains choix de Jürgen Klopp ou encore le début de saison un tout petit peu difficile de cette équipe qui reste à 2 points dans ce championnat
on va quand même applaudir et apprécier la rigueur et l'orgueil, le sursaut d'orgueil mis en place, en fait observé du côté de Manchester United, et cette victoire en attendant bien sûr le retour de Casemiro. On espère que cette équipe est en train de se mettre en place peu à peu. Je note quand même que Bruno Fernandes reste titulaire, Jadon Sancho également. Et puis Christian Eriksen a été titulaire dans cette rencontre. Diogo Dalot sur le côté droit était titulaire. Wan-Bissaka a fait son entrée justement pour essayer de conserver ce score, et puis les 3 points, n'est-ce pas, bénéfiques pour l'équipe de Manchester United. Après cette rencontre, on a vécu aussi une toute autre rencontre assez relevée. C'était Leeds qui affrontait donc à domicile Chelsea. Une défaite des hommes de Thomas Tuchel sur la pelouse de Leeds, 3-0. Il faut excuser du peu. Du côté de Chelsea, on a quand même remarqué que cette équipe de Tuchel a changé au niveau de sa configuration, notamment l'absence d'Ngolo Kanté a aussi été pour beaucoup dans cette défaite. Une équipe très difficile à jouer de Leeds, parce que le coach Reece Marsh a mis en place un 4-2-3-1 quand même, qui a embêté cette équipe de Thomas Tuchel. On va quand même, ceux qui ont vu cette rencontre, noter que l'équipe de Leeds a opéré sur un pressing énorme, très haut sur l'équipe de Chelsea. Ça a carrément empêché à l'équipe de Thomas Tuchel de pouvoir développer son jeu, notamment Rodrigo, l'attaquant de Leeds, qui était quasiment dans la surface de réparation de Chelsea, et cela a valu, n'est-ce pas, cette erreur de Mendy qui a, n'est-ce pas, fait une faute grave. Il a voulu tout simplement dribbler, et Rodrigo a été très présent, très proche pour chipper ce ballon et aller mettre cette balle au fond des filets. Ça a quand même essayé de mettre en doute cette équipe de Chelsea, qui après a encaissé un deuxième but et puis un troisième but. C'est pour dire que Thomas Tuchel n'a pas su, n'est-ce pas, suivre cette série qui pouvait l'amener peut-être à 7 points. Cette série qui pourrait l'amener à 4 points autant pour moi, et surtout que cette équipe venait d'un match nul de but partout face à Tottenham. Donc l'équipe de Chelsea inquiète un tout petit peu, surtout au niveau de la défense à 3, composée de James, Thiago Silva ou encore Koulibaly qui était très mal dans cette rencontre. Il a d'ailleurs écopé d'un carton rouge, et puis on note que Chelsea est déjà à 5 buts encaissés en 2 matchs. C'est quelque chose d'assez incroyable. Il faut revoir le placement, le dispositif défensif de cette équipe, qui continue de jouer son 3-5-2 avec un milieu à 5, dont Loftus-Cheek, Jorginho, Mount, Gallagher ou encore Cucurella, qui essaie, n'est-ce pas, d'aller jouer un rôle assez défensif ou offensif dans cette équipe. Et puis les deux attaquants Sterling et Havertz n'ont pas pu trouver, n'est-ce pas, des solutions, des ouvertures pour embêter cette équipe de Leeds. Donc je note quand même que Chelsea certainement va se remettre, mais a quand même subi un avertissement face à cette équipe de Leeds très bien en place, qui était très en mouvement. Reece Mark a simplement travailler sur le pressing et aussi le positionnement défensif de son équipe. On a vu que les deux sentinelles, Roca et Adams, étaient bien en place, ne se déplaçaient pas n'importe comment, et jouaient quand même un rôle assez essentiel au niveau de la récupération et au niveau de la relance, tout en aidant la défense, l'axe central composé de Llorente et Koch, surtout en cas de perte de balle. C'est une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe qui défendait ensemble, qui attaquait ensemble, et on a vu que Chelsea, n'est-ce pas, a carrément été inexistant dans cette rencontre, malgré quelques changements. Et puis le carton rouge écopé par Koulibaly a encore rendu les choses très difficiles pour les hommes de Thomas Tuchel. Donc on a terminé avec cette rencontre, 3-0 de Leeds sur Chelsea. Leeds qui montre, n'est-ce pas, son bon début de saison, et qui va,
n'est-ce pas, tout faire pour engranger le maximum de points possibles, puisque c'est une équipe qui joue le maintien et qui veut carrément assurer son maintien le plus tôt possible. Et on peut avoir une surprise, pourquoi pas voir cette équipe jouer, n'est-ce pas, des places européennes. Et si on venait, n'est-ce pas, sur une autre rencontre de cette troisième journée, Manchester City, une autre équipe du top 4 de ce championnat. D'ailleurs, c'est le champion en titre qui n'a pas fait mieux qu'un match nul face à Newcastle, 3 buts partout. City était en difficulté. Pep Guardiola a quand même eu la chance que son équipe s'est révoltée. Erling Haaland a réduit le score avant que Silva viennent, n'est-ce pas, égaliser en 3 buts partout, même si à la fin Manchester City a démontré, n'est-ce pas, qu'ils étaient capables d'aller chercher les 3 points, mais on va quand même apprécier et noter la belle performance de cette équipe de Newcastle entraînée par Eddie Howe, le coach qui a mis en place un dispositif de 4-3-3 qui démontrait déjà l'envie d'aller créer des problèmes à cette équipe de Manchester City, et puis un trio d'attaque, Marcy, qu'on a vu très en verve au cours de cette rencontre. Il était sur tous les plans, surtout au niveau des offensives, des phases offensives. C'est un joueur extrêmement vif, qui a une pointe de vitesse extraordinaire et qui a un dribble facile. Il a embêté notamment Walker sur le côté droit. Et pourquoi pas Jones, On a vu Saint-Marcim qui, n'est-ce pas, a démontré toutes les qualités techniques, tactiques et même physiques qu'il avait dans ses jambes, accompagnant cela les déplacements de Wilson au niveau de l'attaque. Wilson qui a été buteur dans cette rencontre et Almiron également qui a été buteur pour Leeds, pour Newcastle, autant pour moi, sans oublier ce but de Trippier, l'arrière droit qui a, n'est-ce pas, participé à cette fête. Mais on peut avoir des regrets parce que Newcastle menait 3 buts à 1 et à 15 minutes de la fin, avant encore ces 3 points dans la poche, sauf qu'avec City, voilà, le match n'est jamais plié. Tant que les minus existent, City ne lâche jamais et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu cette équipe revenir au score à 3 buts partout. À défaut de ramener 3 points, les hommes de Pep Guardiola repartent avec 1 point. On a aussi vu quand même une belle performance de Erling Haaland qui n'est pas sorti bredouille. Il a marqué 1 but. L'absence de Mahrez aussi peut, n'est-ce pas, nous permettre de se poser des questions sur le rôle que jouera Mahrez cette saison dans cette équipe de Manchester City. On note qu'il a été titulaire lors de la dernière rencontre face à Bournemouth. Mais une rencontre dont Manchester City s'est quasiment baladé 4-0. Mais voilà, l'absence et la présence de Silva démontrent encore que le banc de touche est riche et que personne n'a sa place de titulaire dans cette équipe en dehors des joueurs comme De Bruyne, Gundogan ou encore Foden qui restent, n'est-ce pas, les hommes qui ont été les plus utilisés par Pep Guardiola. Bien évidemment, Stones en défense, Walker ou encore Ake. Ake qui n'a pas par contre joué le dernier match en lieu et place de Ruben Dias qui lui plutôt a été laissé au banc de touche dans cette rencontre face à Newcastle. Donc le championnat est quasiment relancé. Manchester City n'a pas pu faire le 3/3 après cette 3e journée. On va, n'est-ce pas, encore vivre une 4e journée assez démonstrative et puis qui va nous permettre de voir les formes des unes et des autres équipes. Laissons tomber cette rencontre de 3-3 entre Manchester City et Newcastle United. On va rester toujours en Premier League et parler maintenant d'une autre équipe du top 4, c'est Arsenal. Arsenal qui est allé battre Bournemouth à domicile 3-0. Et Mikel Arteta montre encore, n'est-ce pas, qu'il a des ambitions. Arsenal n'est pas européen cette saison, mais peut profiter de ce cas-là pour pouvoir, n'est-ce pas, engranger le maximum de points possibles et aller titiller peut-être les 2 ou 3 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, les 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions, parce qu'en Angleterre, 2 clubs sont qualifiés directement et les 2 autres jouent, n'est-ce pas, les barrages. Donc,
ça peut se faire si Arsenal continue dans cette dynamique. C'est vrai que l'équipe rencontre encore pour le moment des équipes de bas de tableau comme Bournemouth, mais on va voir, hein, le véritable test, ça sera dans les prochaines journées, notamment avec soit un club du milieu du tableau, voilà, comme Brentford ou encore Newcastle, ou cette équipe de Leeds qui embête pour le mieux les équipes dans cette compétition, soit avec les équipes de haut de tableau comme Manchester City, Liverpool ou Chelsea. Mais qu'à cela ne tienne, les hommes de Mikel Arteta sont bien en place. Il n'a pas changé sa philosophie. Il a cette philosophie-là de faire jouer l'équipe qui gagne. Donc l'équipe qui a gagné le dernier match face à Leicester, 4-2, a été encore reconduite face à cette équipe de Bournemouth. Donc 4 défenseurs, White, Saliba et Gabriel à l'axe, sans oublier Zinchenko sur le côté gauche. Et puis les 2 sentinelles, Partey et Xhaka, qui s'entendent très très bien et qui continuent, n'est-ce pas, de monter en puissance dans cette compétition. Et devant eux, Odegaard, qui a été double buteur dans cette rencontre face à Bournemouth, sans oublier Saka sur le côté, et puis Martinelli qui également joue un rôle assez essentiel grâce à sa vitesse et sa qualité de centre. Et puis Gabriel Jesus n'a pas certes marqué face à Bournemouth, mais reste une recrue assez importante pour Arsenal. C'est celui-là qui permet de mettre en garde les défenses adverses, hein, de par son déplacement, de par sa vitesse, de par son sens du but, et également sa qualité à se repositionner ou à jouer de but. Hein. C'est un joueur qui joue, n'est-ce pas, un rôle essentiel pour cette équipe d'Arsenal et qui permet de libérer les zones pour pouvoir offrir des failles à Odegaard, à Saka ou encore à Martinelli. Et puis je pense que l'effectif, hein, le banc de touche, la qualité du banc de touche d'Arsenal sera aussi très très importante tout au long de cette saison. El Neni, l'Égyptien, n'a pas encore totalement n'est pas encore totalement entré dans ce dispositif. Il est encore au banc de touche. Holding également, Ketia, qui fait un tout petit peu des apparitions, fait aussi option d'un choix pour Mikel Arteta. Il y a de la ressource, mais il faut savoir gérer, l'avantage étant aussi que Arsenal ne joue pas assez de compétition cette saison, donc je pense qu'ils ont les moyens d'aller, n'est-ce pas, titiller les équipes de haut de tableau. Scott Parker, le coach de Bournemouth, n'a pas pu, n'est-ce pas, aller embêter cette équipe de Arsenal, qu'on aura encore du plaisir d'avoir lors de la prochaine journée, le week-end prochain. Nous sommes toujours en Première Ligue, on n'a pas terminé parce qu'il y a tellement de choses à dévoiler et des équipes dont on a envie de parler, comme Tottenham qui recevait, n'est-ce pas, Tottenham recevait de l'autre côté l'équipe de Aston Villa. Donc une victoire d'un but à non, autant pour moi de West Ham. L'équipe de West Ham, Tottenham recevait West Ham, une victoire 1-0 de l'équipe de Tottenham dans cette rencontre. Antonio Conte a fait l'essentiel, même si ça a été très très difficile d'aller arracher ces 3 points grâce à Roy Keane qui reste sur 2 buts marqués en 3 rencontres, hein, et les 2 buts ont été marqués de la tête. Antonio Conte, il faut en parler, hein, rester fidèle à sa philosophie, même s'il y a eu quelques changements, notamment Romero qui est resté au banc de touche en lieu et place de Sanchez, titulaire dans cette défense à 3, accompagné de Dyer et Davis. Et puis il y a Perisic qui a été préféré au milieu de terrain par rapport à Sessegnon qui a joué la dernière rencontre face à Chelsea. Donc c'est les 2 changements qu'on peut noter dans cette équipe de Tottenham au cours de cette rencontre. Et puis le reste, c'est les mêmes personnes, hein. Betancourt, Højbjerg, Emerson sont restés en place au milieu de terrain. Son et Kulusevski sont restés aux avant-postes pour aller soutenir Roy Keane. Et on a vu une équipe
de Tottenham qui a cherché, n'est-ce pas, des failles face à un bloc défensif de West Ham, hein, composé de Collins, Johnny et Kilman, une défense à 3 également qui se retrouvait à 5 lorsqu'elle avait perdu le ballon, notamment Novas, Mathieu Nunes ou encore Joao Moutinho qui revenait fermé. C'était un peu difficile de développer le jeu du côté de Tottenham, mais à la fin, il y a eu cette tête de Roy Keane qui a permis à cette équipe de Tottenham de sortir ou d'arracher les 3 points de la journée. Alors, on va parler du classement. Dans cette première ligue, cette 3e journée, Arsenal reste en tête avec 9 points, 3 matchs joués, 3 matchs gagnés. Manchester City, grâce à son match nul de 3 buts partout, perd donc 2 points et reste 2e avec ses 7 points. Il faut aussi noter que Tottenham et Leeds, sans oublier Brighton, ont également 7 points dans cette 3e journée. Donc, c'est des équipes qui démontrent beaucoup d'envie, surtout Leeds et Brighton. Et puis on ne peut pas parler de classement sans évoquer la 16e place de Liverpool, hein, qui reste à 2 points et qui perd un tout petit peu des points. Ça va peut-être se faire, mais ça peut être difficile d'aller rattraper les autres. Et puis Chelsea reste 14e, reste 12e autant pour moi avec ses 4 points, une victoire, un match nul et une défaite. Et puis il y a cette 14e place de Manchester United qui a pris ses 3 premières places, ses 3 premiers points lors de cette 3e journée. Allons voir en Bundesliga ce qui s'est passé. On n'a pas beaucoup à dire au niveau de la Bundesliga, mais on va rester, n'est-ce pas, fixé sur les performances du Bayern de Munich et Julian Nagelsmann, l'entraîneur de cette équipe qui est également resté fidèle à ses objectifs. Hein. Presque les mêmes joueurs ont été utilisés dans cette rencontre face à Bochum et notons que Bayern de Munich a largement battu cette équipe. C'est quasiment baladé à Bochum, 7-0 avec un doublé de Sadio Mané et puis un but de Gnabry dans cette rencontre. Gnabry qui composait donc la ligne d'attaque du Bayern de Munich. Autant pour moi, Müller composait la ligne d'attaque de cette équipe de Bayern. Müller et Sadio Mané. Gnabry est entré en cours de jeu. Et puis quand même, hein, il y a de temps en temps des joueurs comme Leroy Sané qui était également buteur dans cette rencontre, ou Coman Kingsley qui a été titulaire et qui a également marqué. Kimmich et Sabitzer, eux, sont restés dans l'entrejeu pour jouer, n'est-ce pas, comme sentinelle dans cette équipe du Bayern de Munich. Cela a permis à Bochum de ne pratiquement pas pouvoir jouer. Le score peut déjà vous dire quelque chose, mais au niveau de la défense, c'est plutôt De Ligt qui a été préféré à Hernandez qui a été basculé sur le côté gauche en lieu et place de Davis qui est resté au banc de touche dans cette rencontre. Donc par contre, Upamecano et Pavard sont restés titulaires dans cette équipe. Neuer restait également le gardien titré de cette équipe du Bayern. Ça fait donc 3 matchs pour le Bayern pour 3 victoires. Julian Nagelsmann continue sa petite marche vers le titre et permet au Bayern de Munich de rester en tête, hein, et profitant également de la défaite du Borussia Dortmund. Borussia Dortmund qui a donc perdu 2 buts contre 3 face au Werder de Brême. Union Berlin a battu Leipzig 2 buts à 1. Ce sont là les 2 équipes qu'on espère qui peuvent, n'est-ce pas, aller titiller le Bayern de Munich, mais là ça va commencer à être difficile lorsqu'on commence à perdre des points face aux équipes du milieu du tableau. Ça va être difficile pour Leipzig et pour Dortmund également d'aller chercher le Bayern de Munich. Cette saison, le Bayern Leverkusen également est tombé 0 but contre 3 face à Hoffenheim et permet donc à cette équipe du Bayern de rester seule en tête du classement avec 9 points. Borussia Mönchengladbach, Union Berlin et Mayence sont deuxièmes avec 7 points et on note que Dortmund est loin derrière, ainsi que Leipzig. Donc il va falloir se repositionner très rapidement et on verra la suite de cette Bundesliga lors de la 4e journée. Comment est-ce que Dortmund et Leipzig ou encore le Bayern Leverkusen pourront, n'est-ce pas, se réveiller et aller se remettre sur les rails. Allons maintenant du côté de la Liga espagnole pour parler
de cette rencontre entre Celta Vigo et le Real Madrid. Le Real Madrid a battu sans surprise le Celta Vigo 4-1 avec un but de Karim Benzema, un but de Valverde. Modric également était buteur dans cette rencontre, sans oublier Vinicius. C'était quasiment un partage de buts de ce côté-là. Et le seul buteur du Celta Vigo, c'était Aspas. Aspas qui a marqué l'unique but du Celta Vigo dans cette rencontre. Donc, Eduardo Coudet, l'entraîneur du Celta Vigo, n'a pas pu trouver les moyens, n'est-ce pas, d'empêcher le champion en titre de développer son jeu, malgré, n'est-ce pas, ce 4-3-3. Ce 4-3-3 qui a été mis en place, les hommes d'Eduardo Coudet étaient carrément inexistants dans cette rencontre. On va noter que le Real de Madrid a perdu Casemiro qui est parti du côté de Manchester United, mais a très bien été remplacé par Tchouaméni, l'ancien joueur de l'AS Monaco, titulaire dans cette rencontre à côté de Luka Modric, et puis Kamavinga était aussi également titulaire dans cette rencontre. Ils ont donc composé le 11 entrant de cette équipe mis en place par Carlo Ancelotti. Asensio, Rudiger et Lucas sont restés au banc de touche parce qu'on a fait confiance à Lars Militao Alaba, et puis Mendy était titulaire à gauche, sans oublier que Carvajal, lui, il était du côté droit. Donc c'est une équipe du Real de Madrid qui continue sur sa même lancée. C'est une équipe qui reste fidèle à ses ambitions, c'est peut-être gagner la Liga et pourquoi pas la Ligue des Champions. Et là, il est hors de question, n'est-ce pas, de perdre des points en début de saison, surtout contre des équipes du milieu du tableau qui jouent soit le maintien, soit pourquoi pas les places européennes. Donc une victoire méritée 4-1, on ne peut pas dit grand-chose dans cette rencontre. Le Real a totalement dominé sa rencontre. Par contre, on va aussi quand même évoquer le réveil du FC Barcelone après son match nul 0 but partout la semaine dernière. Le FC Barcelone a battu la Real Sociedad 4-1. Lewandowski a également profité pour se mettre en confiance avec son doublé dans cette rencontre. C'est le premier doublé que le Polonais, ancien joueur du Bayern de Munich, marque donc en Liga et surtout avec le FC Barcelone. Notons que l'entraîneur de cette équipe du FC Barcelone a dû laisser au banc de touche Alba, Kessié, Ansu Fati et Rafinha, mais Kessié et Ansu Fati sont entrés en cours de jeu pour participer à cette belle victoire du FC Barcelone. De Jong et Gavi ont été titularisés au milieu de terrain comme les deux sentinelles, et puis cette défense à 3 composée de Araujo, Christensen et Garcia, tout en laissant des joueurs au banc de touche. Donc je pense quand même que cette équipe du FC Barcelone se réveille et a compris que le match nul de la semaine dernière était une contre-performance et qu'il fallait très rapidement se réveiller. On a vu des belles phases de jeu entre Dembélé et Lewandowski, ou encore Baldé et Florent Torres. Ils ont quand même permis à Pedri de se déployer, et il faut quand même mentionner la qualité du banc de touche de cette équipe du FC Barcelone, avec Kessié, Alba, Ansu Fati, Rafinha également, qui peuvent entrer à tout moment et changer le cours du jeu, surtout qu'en début de match, l'équipe du FC Barcelone était en difficulté. Donc il y a de la ressource, on va vivre une Liga assez discutée, surtout entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, comme cela a toujours été le cas. Et une autre équipe qui est invité dans la danse, c'est l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid qui a perdu dans ce match considéré comme le match au sommet de cette Liga face à Villarreal. 0 but contre 2. Une belle victoire de Villarreal qui confirme son bon début de saison. Unai Emery, l'entraîneur de cette équipe, reste donc il reste quand même dans une belle série de 2 matchs de victoire. Ça fait quand même 5 buts marqués pour Villarreal, 0 but encaissé en 2 matchs. Ça, il faut le faire, il faut le saluer. On avait peur de voir cette équipe sombrer face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone, mais Unai Emery
a quand même répondu présent, surtout qu'il jouait en déplacement avec ce dispositif de 4-4-2, avec une défense à 4 composée de Albiol, Torres ou encore Pedraza et Foyt sur les côtés. Donc il a été difficile pour Joao Félix et Morata à l'attaque de cette équipe de l'Atlético de Madrid d'aller un peu perturber le dispositif de Villarreal. Villarreal, qu'on sait quand même, c'est une équipe très très difficile à jouer. C'est une équipe qui a joué beaucoup de matchs nuls la saison dernière. Et là maintenant, on a travaillé au niveau de l'attaque du côté de Unai Emery et on commence à marquer des buts. Je rappelle que c'est 5 buts marqués en 2 matchs. Ça annonce les couleurs du côté de Moreno qui compose l'attaque de cette équipe de Villarreal et qui a été buteur, ou encore Pino également qui a été buteur dans cette rencontre. Et la paire d'attaque Gerson Moreno fonctionne plutôt bien parce que les deux s'entendent et se retrouvent très très facilement au cours des rencontres. La défaite donc de cette équipe de Atlético de Madrid permet quand même à notre ami Diego Simeone de revoir son dispositif tactique, surtout qu'on a vu Griezmann, Jiménez au banc de touche dans cette rencontre et sachant que l'Atlético de Madrid n'a pas fait assez de recrutement cette saison, on se pose les questions de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer leur saison. À la tard, Joao Félix et Morata sont là, mais le départ peut-être de Luis Suarez ou encore de Luis Suarez peut aussi être un handicap. Mais on sait que c'est une équipe qui a des ressources. L'Atlético de Madrid peut toujours se réveiller. Il y a des joueurs comme Carrasco, Lemar, Llorente, Molina ou Koke qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent très rapidement remettre leurs coéquipiers sur les rails. Je sais aussi tout de même que l'Atlético de Madrid ne lâche jamais rien. Je pense qu'on va voir comment l'équipe de Diego Simeone va répondre, va se remettre très rapidement lors de la prochaine journée. Et si on allait faire un tour du côté de la Ligue 1, la Ligue 1 française, avec notamment cette rencontre inédite entre Paris Saint-Germain et le LOSC, le Lille. Paris Saint-Germain s'est quasiment baladé du côté de Lille, 7 buts à 1. Comment se sont comportés les stars du PSG après ce penalty gate qu'on a, n'est-ce pas, développé tout au long de la semaine, cette histoire de penalty entre Neymar et Mbappé. On attendait voir comment les deux allaient réagir, comment l'équipe tout entière de Christophe Galtier allait réagir face à cette rencontre qui était considérée comme le premier véritable test du Paris Saint-Germain dans cette Ligue 1. Et cela s'est fait avec le triplé de Kylian Mbappé dans cette rencontre et le doublé de Junior Neymar. Les deux ont inscrit 5 buts et puis Messi a participé à la fête. Lionel Messi, il a marqué un but dans cette rencontre. Ça fait donc le 4e but de Kylian Mbappé en Ligue 1, le 5e but de Neymar en Ligue 1 cette saison et puis le 2e but de Lionel Messi. Donc le trio d'attaque est, n'est-ce pas, en place et montre encore de très très belles choses. C'est un peu une annonce pour dire que l'attaque du Paris Saint-Germain est en marche. 17 buts marqués en 3 matchs, je pense que la machine est véritablement lancée. Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, n'a pas vraiment pu trouver de solution pour embêter cette équipe du Paris Saint-Germain. Le 4-2-3-1 mis en place par le Portugais n'a pas du tout fonctionné, surtout que l'attaque du PSG était totalement en exergue. Ils se sont bien amusés au cours de cette rencontre. Je veux aussi quand même marquer la belle performance de Vitinha, la nouvelle recrue portugaise venue du FC Porto, et Hakimi qui était également buteur dans cette rencontre. L'international marocain a inscrit un super but. Il était très très aux avant-postes dans cette rencontre. Peut-être c'est le dispositif tactique mis en place par Christophe Galtier, le 3-5-2.
avec notamment une défense à 3 composée de Ramos, Marquinhos ou encore Kipembe. Et devant eux, on a Verratti et Vitinha qui, pour le moment, s'entendent plutôt bien, même si on va encore voir une sentinelle avec beaucoup de masse physique, capable de déménager tout ce qui peut se placer devant. Mais pour le moment, on se plaît quand même de voir les deux jouer en attendant de voir la suite de la compétition. Et Lionel Messi reste celui-là qui organise le jeu du côté du Paris Saint-Germain. Il est en soutien de Neymar et d'Mbappé et les permet, n'est-ce pas, par rapport à leur déplacement, à leur qualité technique, leur intelligence du jeu, de les retrouver. Et puis n'oublions pas que dans cette rencontre, il y a eu le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 qui a été marqué par Kylian Mbappé. Le but était marqué à la 4e seconde. Le premier but de Kylian Mbappé juste lors de l'entame de la rencontre. Et c'est toujours le Paris Saint-Germain qui détient le record du but, le but rapide marqué dans l'histoire du football français. C'était lors d'un match de Ligue des Champions face à l'équipe de Nicosie. Donc ça date de très très longtemps et c'est Paul Le Guen qui avait marqué ce but. Donc une équipe du Paris Saint-Germain vraiment en confiance et qui dont Christophe Galtier peut en être fier. Notons aussi que dans cette troisième journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a battu Nantes 2-1. Monaco est tombé face à Lens 1-4. Rennes a battu Ajaccio 2-1 et l'Olympique Lyonnais qui aussi est en forme et qui justifie quand même l'arrivée de l'un des attaquants fétiches a battu 4-1. L'Olympique Lyonnais peut également peut-être aller chercher une place européenne. Notons que cette équipe ne va pas jouer de compétition européenne cette saison à cause de sa mauvaise prestation lors de la saison dernière. Au classement donc, le Paris Saint-Germain est indétrônable, 9 points, 17 buts marqués en 3 matchs et 3 buts encaissés seulement. L'Olympique de Marseille est deuxième avec Lens, l'Olympique Lyonnais avec Lens également, oui, l'Olympique de Marseille et Lens sont deuxième avec 7 points. L'Olympique Lyonnais et Clermont sont donc en ballottage avec 6 points. Donc il faut noter que le championnat va continuer de se jouer. Puis on va vivre quand même une excellente rencontre dimanche prochain entre Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce Big Four, les 4 meilleurs championnats européens. On va remettre le championnat italien de la Série A nécessairement la semaine prochaine. Ça, c'est promis. Et puis ça fera le Big Five. Donc on parlera de la Première Ligue, de la Liga, de la Ligue 1, de la Série A et bien évidemment de la Bundesliga. Ça nous fera, n'est-ce pas, une idée des 5 meilleurs championnats européens chaque semaine. Moi j'étais content d'être avec vous, comme je l'ai noté. J'étais tout seul. Romano était absent, voilà. Donc mon co-présentateur était donc absent, un tout petit peu empêché. Je pense qu'on le retrouvera très très prochainement pour une autre édition de Classico. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. D'ici là, on se retrouve le week-end prochain pour une autre analyse, d'autres décryptages de Classico. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.